Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, 36-15 Ravel, APB. Aujourd'hui, Parcoursup. Cela fait bien longtemps que l'orientation dans l'enseignement supérieur est en partie arbitrée par des algorithmes, et cela suscite de plus en plus de contestations. La sociologue Annabelle Alouche les a étudiées. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire et programme d'histoire, de géo, mais aussi d'anglais. Le tunnel sous la Manche s'apprête à fêter ses 30 ans. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, direction Pompéi pour la découverte de nouvelles fresques dans la maison de Léda. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Célie Luton, dont on pousse les portes de la librairie avec 3 ouvrages pour emmener enfants et adolescents à la découverte de l'espace. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. J-27, oui, j'ai compté avant les réponses aux vœux sur la plateforme Parcoursup. Elles charrieront, comme chaque année, leur cortège de déception, d'incompréhension, parfois de désespoir. Certains se tourneront alors vers la justice. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Quelles sont leurs chances? Mais aussi, que raconte de notre système d'orientation ce recours croissant aux juges? Ce sont quelques-unes des questions que pose le livre Contester Parcoursup, sociologie d'une plainte. Il est signé Annabelle Alouche et Delphine Espagno-Abadi. Il vient de sortir aux éditions des presses de Sciences Po. Annabelle Alouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de l'éducation, maîtresse de conférences à l'université Picardie-Jules Verne, et vous allez représenter sur ce plateau votre co-autrice Delphine Espagno-Abadi, qui elle est juriste, elle est professeure de droit parce que vous avez croisé vos approches. Pourquoi analyser les effets de Parcoursup à partir des plaintes ? Les 2 premiers constats qu'on a eus au départ de notre projet, c'était vraiment celui en fait d'avoir le sentiment d'être entouré de personnes qui se plaignaient, que ce soit les familles ou les candidats, les élèves, étant nous-mêmes... et parfois vos confrères et vos consoeurs d'ailleurs à l'université. Absolument. Ouais. Étant moi-même donc enseignante-chercheuse, tout comme Delphine Espagno-Abadi qui exerce à Sciences Po Toulouse, donc en droit public, on avait le sentiment en fait que venait une vague, en quelque sorte, une vague de mails en septembre notamment, ou entre juillet et septembre, qui venaient vers nous, que ce soit des parents ou des élèves, en nous demandant, s'il vous plaît, faites entrer mon fils ou ma fille dans votre filière. Donc ça, c'est l'un des premiers points de départ. Le deuxième point de départ, c'est le sentiment de la montée de l'émergence, notamment dans l'espace public, d'avocats spécialisés sur des questions liées à l'accès dans l'enseignement supérieur, non seulement au niveau de la licence, c'est-à-dire au niveau de Parcoursup, mais également pour le master. Exactement, Ouais. mais également au niveau du master, voire au niveau des études de santé, donc du concours de médecine en particulier. Alors on parle moins souvent du master, pardon, je vous coupe, mais sur School TV, parce qu'on s'en tient au scolaire et à la charnière, mais où il y a cette plateforme Mon Master, qui est le Parcoursup des masters. Je posais juste ça pour celles et ceux qui en sont encore loin. Absolument. Et donc médecine, vous avez intégré médecine aussi. Et donc médecine également. Donc l'idée, c'était vraiment comprendre dans quelle mesure il y avait véritablement une plainte, si cette plainte était seulement de l'ordre du sens commun et de l'impression un peu diffuse, ou au contraire, est-ce que ça s'objectivait, ça s'incarnait dans des recours juridiques, que ce soit des recours pour médiation, donc auprès du médiateur de l'éducation nationale et ou du défenseur des droits, qui sont 2 institutions de médiation. Quand on a un problème avec une administration quelle qu'elle soit, notamment lié à une question de discrimination, un sentiment discriminatoire, on peut s'adresser à ces institutions, ou une demande dans le cadre d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif. Et c'est tout ça que vous avez analysé en racontant des histoires. C'est un livre super vivant d'ailleurs, il y a plein de récits, la manière dont des jeunes, dont leurs familles également, peuvent avoir vécu des décisions qui leur semblaient injustes en matière d'orientation. L'impression générale qui ressort de ces témoignages, du moins pour moi, c'est que les jeunes, les familles ont l'impression au mieux d'être confrontés à du flou, au pire à de l'opacité. Absolument, tout à fait. Sur la question de l'opacité, on voit à quel point finalement le système en lui-même construit de l'opacité. Quand bien même il y aurait des discours politiques ou institutionnels qui viseraient à réduire cette opacité, ou plutôt à assurer un minimum de transparence, la gestion en elle-même de la plateforme et la gestion surtout de la construction de la décision, y compris à l'intérieur des universités, c'est pas parce qu'on est universitaire qu'on se met hors du système, contribue à créer un manque de transparence pour les usagers, du coup qui suscite une sorte de sentiment d'injustice qui peut aller jusqu'au recours devant les tribunaux administratifs. Sentiment d'injustice qui s'exprime souvent sous la forme d'une rupture de la promesse républicaine qui, en gros, travaille bien à l'école et tu auras le choix. Et là, on a l'impression qu'on travaille bien, on a des bonnes notes, des 15, et ça ne marche pas.
Tout à fait, avec, encore une fois, le sentiment qu'on est confronté à une plateforme qui est inhumaine, puisqu'on n'en voit que les éléments numériques, alors qu'évidemment, il y a, et notamment pour Parcoursup, différents types d'algorithmes. On utilise le terme d'algorithme, en fait, pour désigner des choses extrêmement différentes et des décisions, en fait, qui sont certes sur la base de critères, mais qui sont tout à fait humaines, qui ont été prises par les humains, par des humains derrière la machine. Mais effectivement, on n'a pas une idée extrêmement claire ils ne sont pas toujours très bien explicités. De tous ces processus pour arriver à la décision finale. Est-ce qu'on n'est pas finalement, on va évidemment détailler tout ça après l'anti-sèche, mais est-ce qu'on n'est pas passé sans le dire d'une logique d'examen, où le but c'est d'avoir la moyenne, à une logique de concours, où le but c'est, il y a tant de places, et si on n'est pas dans les X premiers, c'est foutu. C'est exactement ce que nous expliquent à la fois les usagers et les universitaires quand ils doivent se justifier, parce qu'ils doivent se justifier d'une décision. Ils disent, finalement, malheureusement, ce dossier avait 15 de moyenne, mais 15, c'était toujours en dessous des 30 ou 40% et du nombre de places disponibles. Des meilleurs dossiers disponibles et du nombre de places disponibles. Et vous m'invitez en fait de facto à revenir à mon premier livre qui s'appelait La Société du concours, où je développais cette thèse-là effectivement. Et qui se valide complètement. On va en parler de ces contestations. Je n'ai pas précisé quand même, elles restent très minoritaires. C'est-à-dire que par rapport à la masse de gens qui disent « je ne suis pas content », celles et ceux qui font des recours, que ce soit y compris des recours gracieux ou a fortiori des recours, notamment dans la justice administrative, sont très minoritaires. Contester Parcoursup, sociologie d'une plainte, c'est passionnant. C'est signé Delphine Espagno-Abadi et Annabelle Alouche. C'est aux éditions des presses de Sciences Po. On se retrouve juste après l'anti-sèche, Annabelle, pour regarder plus précisément ce qu'il y a dans ces contestations. Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. On fête un anniversaire avec quelques jours d'avance, mais oui. Quand on aime, on ne compte pas les 30 ans du tunnel sous la Manche. Et à cette occasion, vous revenez sur son histoire. Son histoire, c'est le trait d'union entre la Grande-Bretagne et la France. Et ce projet a failli ne jamais voir le jour. La première idée d'un projet de relier la Grande-Bretagne au continent remonte au début du 19e siècle, 1802. On a un homme, il s'appelle Albert Mathieu Favier. C'est un proche de l'empereur Napoléon Ier. Il présente ce projet avec un tunnel forêt composé de 2 galeries superposées. L'objectif, c'est quoi ? C'est tout simplement de consolider la paix par des transactions commerciales. Les Anglais, eux, de leur côté, pensent à un tube d'acier fixé dans une tranchée au fond de la mer. Et l'imagination de ces Anglais est sans limite quand même, puisqu'on pense à des viaducs, à des digues, des îles artificielles, des ponts. Tous ces projets sont intéressants, pourquoi pas, mais le problème, c'est qu'il y a les guerres napoléoniennes qui arrivent, donc... ça nous brouille un peu. Ça nous brouille un peu beaucoup, donc on laisse ce projet de côté, qui revient après ces guerres napoléoniennes, notamment dans la seconde moitié du 19e siècle, le développement du chemin de fer. Et là, on a une première présentation un peu semi-officielle entre, d'un côté, la reine Victoria, 1867, à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, et de l'autre, Napoléon III, l'empereur. Tout se passe bien, on présente ce projet. 3 ans plus tard, ça continue encore et encore, comme disait Cabrel, l'histoire est de retour. La guerre franco-prussienne de 1870. Vous avez des lettres. Comment ? Vous avez des lettres. Effectivement. Et une nouvelle fois, le projet est arrêté. Après la guerre, l'idée revient une nouvelle fois. Le problème, c'est que 1883, c'est la Grande Dépression. Ça s'arrête, pas assez d'argent. Et surtout du côté britannique, on a peur d'une invasion française sur ces terres. Il faut attendre quand même assez longtemps pour que le projet revienne, et notamment que la France et l'Angleterre se réconcilient, puisqu'après 2 refus de la France, l'Angleterre finalement rentre dans la communauté économique européenne, le Royaume-Uni en 1973, adhésion qui relance le projet initié quasiment un siècle plus tôt. Exactement, 20 janvier 1986 à Lille, le président de la République française François Mitterrand et la première ministre britannique Margaret Thatcher se rencontrent, présentent ce projet final, la construction d'un tunnel ferroviaire. Le traité de Canterbury présente ce chantier, concède sa construction et son exploitation à un groupe d'entreprises franco-britanniques, c'est Eurotunnel. Et là, les travaux durent 6 ans. Imaginez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Près de 13 000 techniciens, ouvriers, ingénieurs qui travaillent pour ce projet pharaonique. Des travaux colossaux quand même, il faut le dire. 11 gigantesques foreuses créées sur mesure qui creusent 3 tunnels de 50 km. Et la facture est extrêmement salée. On parle de 14 milliards d'euros. 1990, on a la dernière cloison qui est abattue. Les 2 nations se rencontrent pour une poignée de main absolument historique et symbolique. On a sous les flashs des projecteurs et sous les caméras du monde entier ces 2 hommes à 100 mètres
sous le niveau de la mer qui se rencontrent. Effectivement, ça fait le tour du monde. Il faut attendre un tout petit peu quand même pour que ce soit ouvert au public. 4 ans, ouais. Près de 30 ans aujourd'hui, jour pour jour. 6 mai 1994, la reine Elisabeth II et le président français François Mitterrand qui coupent ce ruban symbolique. 2 cérémonies, du côté français dans un premier temps à Coquelles pour le tunnel, pour ce terminal français, donc dans le Pas-de-Calais, et une autre cérémonie fin d'après-midi du côté britannique au terminal de Chewington près de Folkestone. Ça vous rappelle des souvenirs peut-être Tout à fait, j'étais une jeune adolescente à l'inauguration. Je me rappelle très bien de la très belle poignée de main entre les 2 chefs de chantier du côté britannique et du côté français. Et ben, c'est la première fois dans l'histoire que les chefs d'État britanniques et français se rencontrent. Ou les chefs de chantier d'ailleurs. Effectivement, les chefs de chantier se rencontrent sans prendre l'avion ni le bateau. Et le 1er juin, donc quelques semaines plus tard, donc l'ouverture au public. Vous disiez que c'était un exploit technologique, ça le reste aujourd'hui encore. Effectivement, alors imaginez quand même, on parle de 50 km, 50 mètres précisément, c'est le plus long tunnel sous la mer, et il a fait voyager 500 millions de personnes quand même, et on relie Paris à Londres en 2 heures. Ouais, quand ça marche. Quand ça marche, voilà, Pardon, exactement. excusez-moi. Et surtout, vous l'avez vécu aussi. Non, mais c'est vrai, il y a aussi des problèmes, c'est que de capacité, seulement 40% de ce tunnel sous la Manche est exploité, et donc il y aurait des évolutions dans les prochaines années. Il y a des ingénieurs qui proposent dans les prochaines décennies. Bon, voilà. En tout cas, joyeux anniversaire au tunnel de la Manche. Happy birthday Eurotunnel. Et merci beaucoup. On se retrouve en Italie cette fois. Et voilà, on voyage beaucoup. Du côté de Pompéi pour la récré, mais pour l'heure, Annabelle Alouche, grand oral. C'est un étudiant qui parle. Le dossier emblématique des recours, c'est un enseignant, chercheur qui parle. Le dossier emblématique des recours, c'est celui d'un étudiant qui candidate au master de psychologie, qui a 15 de moyenne et qui a beaucoup de mal à comprendre pourquoi il n'est pas retenu. Ce cas de figure nous arrive régulièrement et c'est des cas de figure qui ne sont pas faciles à traiter parce qu'effectivement, ce sont des étudiants qui sont de bons étudiants, mais faute de place, comparativement aux autres dossiers que l'on reçoit de bonne qualité, c'est pas facile à expliquer tout ça. Elles sont un peu, Annabelle Alouche, gênées aux entournures, les facs quand même, avec ce système qui est devenu hyper sélectif, sans qu'on dise jamais que c'est de la sélection. Absolument, c'est l'un des paradoxes de ce système-là, c'est que tout le monde sait que c'est de la sélection et on est incité, on est forcé à pratiquer de la sélection selon son point de vue, mais on n'a pas le droit, en l'occurrence, de prononcer le mot de sélection. C'est extrêmement paradoxal puisque c'est le juge administratif qui, du coup, prononce le nom de la sélection à la place des acteurs, en quelque sorte. Et à la place du ministère. Et à la place du ministère. Qui est quand même censé faire les lois. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans la place du juge, dans tout cet ensemble-là, c'est la manière, en fait, derrière le juge, il y a l'usager qui devient un régulateur. On incite dans ce système l'usager à se faire justice lui-même, en quelque sorte. Si vous n'êtes pas content, plutôt que ce soit l'État ou les acteurs institutionnels qui assurent une égalité de traitement dans les dossiers entre les usagers, il vaut mieux que vous fassiez justice vous-même, c'est-à-dire on vous encourage à faire des recours gracieux, c'est-à-dire envoyer un mail à un enseignant-chercheur qui est responsable de formation, par exemple, ou simplement aller devant le juge administratif. Et pour nous, même si c'est évidemment, comme vous l'avez dit très justement, les recours au tribunal administratif, c'est une petite minorité. C'est vous qui le dites, je le dis justement parce que je vous ai lu. Non, tout à fait, mais c'est vrai, c'est une petite minorité, mais il nous semble que là, on a la clé d'un changement beaucoup plus profond du système qui transforme en fait les relations entre les usagers et les universités notamment, alors qu'il y a 20 ans, au moment où je suis rentrée dans l'enseignement supérieur moi-même, la relation était... Elle était directe. Alors, non, elle n'était pas directe, justement. Elle était exorbitante. On ne s'adressait pas à l'université ou à la grande école. Bien sûr. Quand on ratait un concours... On avait raté le concours. Absolument. Absolument. Savoir si ça profite plutôt aux enfants issus de milieux favorisés ou défavorisés, spoiler alerte, plutôt à ceux de milieux favorisés, absolument. Comme pour tout en matière d'éducation. Absolument, et pas que. C'est un résultat très lourd en sociologie de l'éducation, quel que soit le problème étudié. Là, le recours à la justice, la capacité à faire valoir ses droits, absolument, plus facilement mise en œuvre par ces familles. Absolument, tout à fait. C'est dans la continuité des inégalités sociales à l'école face à la réussite scolaire, en fait, il y a une inégalité face au droit et face à la capacité à s'approprier les outils du droit. Et c'est là où le bas blesse finalement, parce qu'on est dans un système qui valorise... Et ça redouble les inégalités quand même. Absolument. Parce que si vous êtes issu d'un milieu un peu moins favorisé, ce sont les statistiques qui le disent, vos études, votre orientation sont un peu moins choisies et souvent un peu moins élitistes, et c'est redoublé ensuite par des questions d'orientation. Le tout dans un contexte que vous décrivez comme étant celui de réformes qui ont été réalisées en mode carpet bombing, tapis de bombe.
Dresde, c'est quand même lourd comme comparaison. Alors, c'est une notion en sciences politiques, en fait, qui désigne justement des réformes extrêmement rapides, menées sur une même thématique, mais avec des moyens extrêmement précis, c'est-à-dire qu'on multiplie les petites réformes techniques. Petites réformes techniques qui s'agrègent. Exactement, qui traitent d'un petit bout du sujet, qui finalement, quand on regarde la cohérence de toutes ces réformes techniques, font un tout extrêmement cohérent. Allez, si je veux me battre contre le petit truc, on va me dire, faut écoutez, vous n'êtes pas sérieux, c'est un petit truc, quoi. Vous êtes mesquin, vous êtes... c'est aussi ce que Xavier Ponce, qui est politiste et sociologue de l'éducation également, appelle un puzzle, il a un terme, le puzzle rapide, ou fast puzzling. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme les pièces d'un puzzle. Quand on voit les pièces, on ne voit pas l'image au complet. C'est de l'impressionnisme. Exactement. Et il faut prendre le temps d'assembler les petites pièces du puzzle pour avoir l'image en général. Et ce que j'appelle carpet bombing, c'est exactement ça, avec vraiment le côté intensif. Ou du dripping à la Pollock. Il faut trouver des métaphores un peu moins militaires quand même. Surtout de nos jours, parce que le carpet bombing, il y en a, c'est pas très rigolo. Ça s'est fait avec des plateformes numériques, tout ça. Je citais 3615 Ravel, APB, désormais Parcoursup. Et vous écrivez dans le livre, elles sont politiques. En quoi sont-elles politiques ? En fait, là encore, on a, et 3615 Ravel, il se trouve que quand je suis rentrée dans l'enseignement supérieur, puisque j'étais en Île-de-France, Ravel concernait exclusivement les étudiants en Île-de-France, en fait, on a une forme d'expérimentation d'un nouveau rapport entre l'usager, toujours l'élève et la famille, et sa famille de plus en plus, avec l'enseignement supérieur, avec les institutions. Donc, ce qui se joue dans ces plateformes, c'est une forme d'affectation, nouvelle forme d'affectation des élèves dans l'enseignement supérieur, qui est de plus en plus déléguée, en quelque sorte, à un tiers qui est le numérique, enfin la plateforme numérique, voilà. l'outil machine. Donc, finalement, par l'outil machine, on est passé du non à la sélection de décembre 1986, à une sélection instituée, sans qu'on le dise jamais, contesté Parcoursup, sociologie d'une plainte, c'est signé Delphine Espagno-Abadi et donc Annabelle Allouche. Annabelle, on se retrouve, si vous voulez bien, juste après la récré, non sans que j'ai rappelé que le livre est paru aux éditions des Presses de Sciences Po. Brandon Noiret. Vous nous emmenez aujourd'hui du côté de Pompéi pour une découverte étonnante. Pour un voyage, éternellement quand même. C'est le jour des grandes références. Éternellement, parce que là, on remonte quand même 2000 ans plus tôt avec ce Vésuve là, qui détruit cette maison de Léda, vous savez, près de Naples, là où il y a des fouilles archéologiques depuis une trentaine d'années. C'est l'une des demeures de la cité de Pompéi. Donc l'an 79 après Jésus-Christ, à Naples. Et ces fouilles ont permis d'exhumer de magnifiques fresques absolument rares, d'une grande valeur, beaucoup de fraîcheur. Et il y a une fresque assez saisissante, je ne sais pas si on l'a à l'image, elle représente la scène mythologique d'une rareté, ce sujet peu connu de la mythologie grecque, c'est le mythe d'Élée et de Phrixos, qui sont montés sur Chrysomalos bélier, et en fait ils échappent, cette sœur et ce frère, au papa, le papa qui souhaite les exécuter. Mais pourquoi ? Parce que le papa, il est manipulé par sa femme qui souhaite mettre sur le trône les héritiers, ses enfants. Et là on a ce Phrixos qui malheureusement, au rage, au désespoir, qui voit sa sœur tomber dans les eaux, il est impuissant face à cette histoire. La fresque est absolument incroyable. Hein, il y en a eu d'autres en plus, je crois. Oui, des natures mortes, des portraits de femmes. Les recherches continuent pour trouver peut-être de nouvelles choses avant la phase restauration qui va commencer normalement à partir de septembre. Et voilà comment ce deuxième site touristique le plus visité d'Italie continue. C'est quoi le premier ? C'est le Colisée. Ah bah oui, forcément. Oui, un petit week-end à Rome. Allez, voilà. Vous ne la chantez pas ? Week-end à Rome. Et la suite ? Tous les 200 personnes. Ah, et la suite ? Ils sont extraordinaires. La suite, c'est le grand oral, Annabelle Allouche. Pologne, Milan. Parcoursup amplifie aussi les trajectoires inégalitaires des élèves. Cingle Annabelle Allouche et Delphine Espagno-Abadi dans Contester Parcoursup qui vient de sortir aux éditions des Presses de Sciences Po. À l'arrivée quand même, pour Parcoursup, ça marche assez rarement, les recours dont vous parlez. Oui, en fait... L'institution judiciaire protège beaucoup l'institution universitaire. Donc effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'autant plus inégalitaire que le juge, in fine, a tendance à protéger les institutions dont il a la charge, puisqu'on est dans une juridiction administrative, donc qui gère effectivement la relation entre les usagers et les institutions, mais qui chapeaute en quelque sorte les institutions au sens large du terme. Ceci dit, il y a des exceptions quand même, et c'est le cas notamment
des collectifs de parents en médecine, donc d'élèves qui passent le concours de médecine et qui ont formulé des recours qui, eux, mobilisent ont tellement de capitaux, que ce soit économique pour avoir des avocats, culturels, ils ont des réseaux qui font jouer, et du coup ça peut contrebalancer la tendance du juge à protéger les institutions universitaires c'est ça. plus largement. Ce que vous dites aussi que ça marche un peu mieux pour les masters, médecine vous venez de le dire, ou pour les masters aussi, mais sur Oui. Parcoursup, c'est quand même pas évident. Le motif de plainte le plus répandu, c'est l'absence de solution pédagogique. Alors oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle Exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que aucune plainte contre la sélection, contre l'idée même de sélection, alors que c'est une genre vous nous avez menti, non, c'est pas grave. Alors que d'un point de vue politique, les syndicats, notamment étudiants, s'engagent contre la sélection depuis extrêmement longtemps. Mais du point de vue juridique, le motif de plainte le plus fréquent, c'est vraiment l'absence de réussite, effectivement, l'absence d'intégration. Je voulais faire du droit, je peux pas faire de droit, quoi. Enfin, je le dis de manière un petit peu simple, mais c'est ça l'idée. Ce travail de contestation, c'est là où on croise d'autres inégalités, c'est souvent le travail des mères. Hein. Les pères sont un petit peu moins présents. Tout à fait. Il y a quelque chose d'extrêmement genré en fait dans le travail d'orientation, ce qui est relativement bien connu en sociologie de l'éducation, puisqu'on sait que l'encadrement du travail scolaire au sein des familles se fait, notamment les devoirs, se fait avant tout par les mères, notamment pour les enfants les plus jeunes. On trouve exactement la même chose sur les recours, où le recours, quand il est formulé, relève de la mère, sauf pour les études les plus prestigieuses ou les établissements les plus prestigieux où les pères s'engagent plus. Le papa polytechnicien se réveille à ce moment-là. Absolument, tout à fait. Pour le dire de manière... oui, un peu caricaturale, ça peut m'arriver. Mais c'est vrai, tout à fait. En ça, tout cas, il y a un côté extrêmement instrumental qu'on retrouve plus chez les pères que chez les mères, qui sont plutôt engagés au titre du bien-être de l'élève, trouver le meilleur établissement pour son enfant. Et ça, on retrouve les mêmes résultats, par exemple, chez Agnès Van Zanten, autour du choix scolaire. Autre chercheuse, sociologue de l'éducation également. Les discours sur Parcoursup mettent en avant l'importance de la création d'un projet. Vous le soulignez, ça aussi, il faut faire une lettre de motivation, il faut dire pourquoi j'ai envie de faire ça, souligner qu'on a bien choisi ses options. En plus, avec la réforme du bac, normalement, c'est fait pour, de dire, tiens, j'ai pris option droit, je garde l'exemple, je peux aller en droit. En fait, après, tout le monde s'en fiche, l'algorithme s'en fiche, etc. Enfin, il y a une rupture quand même de terrible entre le discours qui est tenu aux jeunes et aux familles, à savoir, ayez de bonnes notes, construisez votre projet, et une réalité qui s'en fiche. Alors, c'est pas que la réalité s'en fiche, parce que selon les établissements et selon les filières, on peut potentiellement mettre en avant les projets, mais pas toujours effectivement, et ça donne lieu en fait à très généralement dans la presse, vous avez tous les ans, vous avez le cas de l'étudiant qui a les déçus de Parcoursup, oui. Mais par ailleurs, les recettes de cuisine qu'on a mis dans les lettres de motivation, on arrive quand même à avoir une place à la fac. Recette de la tropézienne il y a quelques années. Exactement. Et ça montre en fait que se jouent dans Parcoursup non seulement des logiques de projet, mais aussi des logiques institutionnelles qui sont cachées aux yeux des usagers. Tout simplement de répartition entre les filières, par exemple, de présence des boursiers, d'impact du rectorat, puisque le rectorat, dans le cadre de Parcoursup, mais aussi dans le master, a un impact. Et ça, c'est nouveau, c'est relativement nouveau, ça n'existait pas il y a 20 ans. Et toute cette cuisine interne, en quelque sorte, a un impact direct sur les critères de sélection et la procédure de sélection, mais ça, l'usager ne le voit pas. Et donc, effectivement, quand on dit Parcoursup, c'est avant tout le projet ou le mérite, à titre personnel, le mérite, pour moi, c'est pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est une rhétorique plutôt qu'une réalité. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'usager, effectivement, on lui adresse un certain message et que ça ne correspond pas à ce qui se passe, à ce qui se passe, à la réalité de la pour construction. Certains d'entre eux, il y en a pour qui ça fonctionne quand même, on ne va pas désespérer absolument tout le monde. Tout à fait. Mais disons que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. D'un tout petit mot, parce qu'évidemment c'est un ouvrage de recherche, vous êtes sociologue, votre co-autrice est juriste, mais un tout petit mot pour celles et ceux qui auraient l'envie ou l'idée de faire des recours. Il y a quand même deux trucs qui ne sont jamais contestables, ils sont contestables, mais ça ne marche jamais, sont les décisions des jurys, parce qu'il y a une souveraineté des jurys, et les notes que donnent les facs. En fait, vous dites quand même les juges ne rentrent pas dans les amphis. Tout à fait. Voilà, donc ça, n'essayez même pas. Il y a un très grand respect, pour répondre à la question précédente, en fait, sur non seulement sur la réussite des recours, mais aussi sur la place du juge. Effectivement, il y a un très grand respect du principe de souveraineté du jury, et le juge s'arrête à la porte des amphis. Mais s'il y a des choses pas normales, on peut quand même faire des recours. Et puis on peut lire, contester Parcoursup d'Annabelle Allouche. Vous restez avec nous, on va rentrer dans une librairie qui est plutôt une librairie des livres pour les enfants et pour les jeunes. Et elle est tenue par Célie Luton. Merci beaucoup Brandon. Célie Luton, la librairie.
Et comme tous les vendredis, nous poussons les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. Emmanuel. Et vous avez décidé de nous emmener très haut dans l'espace. Oui, un petit peu. Un peu, prenons de la hauteur. Un peu de hauteur. On est un peu Razmoquette. Oui, c'est bien, ça Voilà, change avec un les petit yeux. peu là. En plus, ils sont tellement rigolos. Allez, le La soleil lune, a rendez-vous avec le la soleil. lune. Le soleil est toi et la lune est toi. Ça, Madame, c'est pour les petits. c'est aux éditions Lagrume. Oui. Alors là, Elsa Dieudonné va nous... Cléa pardon. Dieudonné. Attendez, j'y viens. Cléa. Cléa Dieudonné illustre ses albums avec des faits sur l'espace. Et sa sœur, Elsa Dieudonné, va donner une relecture scientifique à ses albums. Voilà, je me trompais, mais pas complètement. Mais et non, donc non. là, le soleil va nous raconter sa vie. Comment ça naît les bébés étoiles? Est-ce que vous le saviez? Eh bien, vous allez là. Big Bang. Pas que. Oh Pas que. là. Pas que. Pas que. Et Ça la tourne. tourne. Et ben voilà. Ah ben voilà, j'ai Ça, découvert. ça Je suis sur la bonne page. ça commence, ça secoue et pouf. Il y a une on y étoile qui va. arrive. Oui. C'est très joli, hein. C'est très beau, c'est très doux. Mais pour un public de 4-5 ans, sans problème, on va apprendre pour de vrai. Il faut avec les parents quand même, parce que... C'est les parents qui vont raconter, mais C'est ça. l'album en lui-même, le texte l'enfant est très va rigolo, lire hein. l'image tout seul. Là, pour la Lune, on va apprendre via la Lune elle-même qui va nous dire voilà pourquoi je change de forme. Voilà, j'ai décidé, la gravité, c'est comme dans un virage, dans un rond-point. Ah bah oui, on est... Et voilà. Eh ouais, c'est ça. C'est ça. Mais moi, j'apprends toujours plein de choses. En tout cas, texte très sympa, très tendre et très rigolo. Hein, là. Mhm. Le soleil qui dit reste un peu de bazar, c'est ma ceinture d'astéroïdes, les dernières mini-miettes qui n'ont pas réussi à faire une planète, etc. Pour un petit, il faut C'est vraiment à s'adresser hauteur d'enfant. directement à lui, Vous êtes sinon ça ne concerné, non fonctionne pas. Absolument. Petite passion pour l'espace, Tout à cadeau de fait. la quotidienne. Et ben voilà. Un grand merci. Deuxième conseil de lecture, le grand livre pour explorer l'espace, on est chez Gallimard Jeunesse. Bah oui, parce que C'est pour les on a plus grands, appris des ça. choses. Oui, mais comme on a appris plein de choses avec la Grume, avec Gallimard, nous allons faire des activités spatiales. 19 activités différentes. Alors à chaque fois, le matériel, là vous le voyez, hein, c'est un livre, n'est pas fourni, mais ce sont des choses que nous avons tous dans nos maisons. On peut faire une catapulte. Oui, la gravité, pour voir la gravité, justement. C'est une de mes préférées. C'est une de vos préférées. Mes voisins l'aiment moins, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est parce que vous ne visez pas bien. Mais c'est vrai que ça se fait, on a tous ça à la maison. Non, il faut une balance quand même. Bah oui, une balance. Ouais. Si. Tu te balances. Oui, On a ça à la maison. Un Et vous rover. savez faire des rovers lunaires? Oui, alors mal coupé, mais oui. Oui. Les enfants sauront le mieux faire que moi, mais c'est très facile à faire. Chaque Génial, livre étape d'activité. est détaillée avec une image à chaque progression. C'est super. Et il y a même des recettes. De cuisine? Un moelleux avec les différentes strates de la Terre. Vous avez des croustillants. Ah oui, un moelleux à la terre, page 50, je vois ça. Oui, Ah, génial. c'est ça. Frontière? Oui. Alors là, C'est quoi ça? Explore, Expand, Escape, c'est en anglais? Non, Pas pas du du tout. C'est Guillaume Singelin, c'est génial. Alors, c'est vraiment d'actualité. Là, on va s'envoler très, 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 très loin pour ce dernier livre. Notre c'est la BD. Terre suffoque, elle n'en peut plus. Une explosion supplémentaire, et ça y est. Nos 3 héros, Siju, Kamina et Alex, vont devoir partir vers un autre univers. Les couleurs sont vraiment sublimes. Ouais, Ça, et je là, le ils s'y conseille aux retrouvent, préados, ouais, hein. Sans problème, vraiment. Mais voilà, 11, c'est une 12 ans. nouvelle ruée vers l'or, vers un nouveau monde dans lequel on pourrait avoir une nouvelle vie. Collection Label 619, c'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est Rue Et de il a eu Sèvres le pour les prix 2023 Landerneau BD. Oui. Et le BD Geste également. C'est ça. Et le label Quai des Bulles, waouh. Oui, mais le Et on mien, vous l'aime. maintenant, il Bon, était temps que je le découvre. Qu'est-ce qu'il lui manque comme prix? Bon, livre assez formidable. Donc Frontières, Explore, Expand, Escape. Oui, Singelin, collection 619, plutôt pour les préados. Préados. Préados, pareil, même fois 8-12 en fait. 8-12. Parfait. Hein, on est d'accord, 8-12, et on va remontrer Le Soleil et toi. 4-6. À partir de 3 ans, vous faites ça formidablement, Annabelle. Oui. Merci. Et La Lune et toi. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous vouliez pas nous dire un petit mot de... Non, c'est bon, on a terminé. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec assistée par Pénélope Day à la préparation de l'émission et qui sont en régie aujourd'hui avec au son Héloïse Merlin et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.